Situé à l'extrême ouest de la Bretagne, à la rencontre de l'Atlantique et de la Manche, Ouessant et l'archipel de Molène se trouvent sur l'un des passages les plus fréquentés et les plus dangereux du monde. L'archipel de Molène étire son chapelet d'îlots bordés de plages de sable blanc, mais surtout de récifs menaçant les navigateurs. Sur ce petit bout de terre, long de 1 km 200 et large de 800 mètres, 400 personnes vivent en permanence. Pour poser le pied sur ce monde à part, véritable paradis de la nature sauvage, il vous faudra prendre le bateau au départ de Brest. Ici encore, tout est acheminé par bateau, de la boîte d'allumettes au frigo, en passant par les matériaux de construction. Molène est la seule île de l'archipel à posséder un port naturel, et pour cette raison, la seule à avoir pu se consacrer à la pêche. De tout temps, les Molénais ont pêché le homard et la langouste autour de l'archipel. Aujourd'hui, ils diversifient leur pêche avec le bar, le lieu jaune ou encore la raie. Molène, c'est aussi l'île des sauveteurs. Dans l'ancien abri du bateau, une exposition sur le Jean Charcot rappelle les sorties héroïques. Il est aujourd'hui remplacé par le Jean Cam, canote beaucoup plus rapide permettant à ces courageux sauveteurs de la SNSM de sortir par tous les temps et d'arriver rapidement sur les lieux des naufrages. Bien qu'entouré d'eau, Molène a eu de grandes difficultés pour obtenir son autonomie en eau potable. Si ça sent le calme, ça sent la sérénité. Ouais. Au début, il y avait le fameux Saint-Roland, quoi. Ouais, ça, c'est l'histoire du puits de Saint-Roland. Mais les gens, ils avaient simplement des réserves, des citernes, ce qu'on appelle des citernes, des réserves. Certains avaient des fûts. Enfin, tout ce qui pouvait récupérer de l'eau était pris. On prenait un fût de 200 litres, on le mettait sous une gouttière, on récupérait de l'eau à l'intérieur. Et quand on était un peu plus argenté, on faisait des réserves d'eau, en dur, en béton, en citerne. Et à ce moment-là, eh bien, les gens agrandissaient en fonction de la famille ou alors essayaient de trouver par tous les moyens des réserves d'eau. C'était très dur, quoi. C'est vrai que nous, une goutte d'eau, ça valait quelque chose, quoi, ça valait de l'or, quoi. Alors tout le système que vous avez ici, ça s'appelle l'impluvium. C'est un mot romain, ça s'appelle l'impluvium. C'est tout simplement une surface bétonnée de 4000 m², hein, qui a une certaine forme, de façon à récupérer un maximum d'eau. Alors toute cette eau de pluie qui tombe sur cette surface bétonnée arrive ici dans une rigole, une espèce de couloir, et passe à travers 3 filtres pour aller vers les citernes intérieures. Et on a une autre citerne qui existe, c'est la citerne des Anglais, qui a été offerte par la reine Victoria en 1896, qui a une contenance de 300 m³ et qui s'ajoute donc aux réserves de la commune. Donc on peut dire actuellement que la commune elle a 2000 m³ de réserve d'eau. Donc à partir de 89, on s'est dit il faut trouver une autre solution. Qu'est-ce qu'on fait puisque 2000 m³ d'eau sont insuffisants? Les gens se modernisent, on fait des salles de bain, on a des machines à laver, ça va très très vite. On était arrivé sur un certain déséquilibre, on s'est dit pourquoi ne pas tenter le forage? On a fait appel à M. Stervinou, hein, qui était sourcier, et on a dit un jour, écoute, si ça ne te dérange pas, viens nous voir et puis tu vas voir s'il y a quelque chose. Hein. Et quand il est venu, il a démarré pratiquement du bateau. Je lui ai indiqué la direction des réserves. Et je dis voilà, plus tu vas me trouver de l'eau près des réserves, moins ça me coûtera. Donc il est parti d'un moulin qu'on appelle le moulin du Nord. Il est venu en direction des réserves. Et à ce moment-là, on a fait 3 forages sur cette ligne-là. 3 forages qui sont toujours actuellement en activité, qu'on a réapprofondis il y a 1 an et demi et qui nous ont permis depuis 1989 de ne plus manquer d'eau. C'est pour ça toujours, vous verrez les bornes qui sont actuellement installées dans l'île. Dès qu'une borne se met à couler, vous verrez toujours quelqu'un se précipiter pour regarder pourquoi elle fuit. Quand les gosses jouent avec, les gosses sont engueulés, systématique. On leur fait comprendre que l'eau a une importance capitale, que l'eau c'est la vie, il ne faut pas qu'ils jouent avec ça, c'est pas un jeu. Il y a assez d'eau de mer autour de chez nous pour pouvoir jouer avec. Voilà. Donc l'eau chez nous c'est quelque chose de primordial, comme partout, mais sans doute plus dans une île. Et ça fait partie de l'histoire de l'île.
Faire le tour de l'île ne demande pas plus d'1 heure. Mais à propos d'horloge, il faut savoir que Molène vit toujours à l'heure solaire et qu'il conviendra d'y penser en débarquant sur l'île. Pour cause de gros temps, l'Enezosa ne peut pas accoster et c'est la petite navette, le docteur Tricard, qui nous amène à bord. Les parages d'Ouessant sont très dangereux pour la navigation. Une grande connaissance des récifs et des courants est nécessaire pour l'approche de l'île, surtout lors des tempêtes. Île du bout du monde, Ouessant a été longtemps isolée par les récifs et les courants. Ses habitants ont vécu en autarcie absolue. Les hommes sillonnant les mers, tandis que les femmes cultivaient cette terre aride. Nous accostons au port du Stif. Ce port que les Ouessantins attendaient depuis longtemps a son histoire. En effet, 4 énormes cubes de béton furent construits à Brest en 1984. Traînés par 2 remorqueurs, ces blocs très lourds mais flottants furent déposés délicatement sur le site puis coulés. Ils forment aujourd'hui le nouveau port du Stif, l'ancien ne pouvant accueillir les bateaux lors de tempêtes. Aujourd'hui, plusieurs vols quotidiens entre Ouessant et Brest-Guipava permettent, entre autres, un acheminement du courrier plus efficace qu'autrefois. L'île d'Ouessant, longue de 7 km sur 4 de large, est la plus importante de l'archipel et avec une longitude moyenne de 5,5 degrés, la terre la plus occidentale de la France métropolitaine. Avec sa forme de pince de crabe, l'île d'Ouessant, que les Bretons appellent Enezosa, l'île la plus haute, a la forme d'un plan incliné. Ouessant est signalé aux navigateurs par 5 phares et une corne de brume. Malgré la nécessité de signaler les écueils aux navires croisant les parages, ce n'est qu'en 1700, sur ordre de Vauban, qu'est mis en service le premier phare d'Ouessant, le Stif. Constitué de 2 tours accolées, il culmine à 85 mètres au-dessus de la mer, mais ne joue plus actuellement que le rôle de feu de proximité. Sa hauteur est de 32 mètres et sa portée de 40 km. Il fonctionne d'octobre à mars. Au plus haut de l'île, la tour radar surveille le trafic de nombreux pétroliers et navires marchands se croisant en permanence. Elle fut construite après le naufrage de l'Amoco Cadiz en 1978. Bon, le sémaphore du Stif fait partie des sémaphores de la région atlantique. Il faut savoir que toute la côte française est surveillée et sur la surveillance des sémaphores. Alors voilà l'île d'Ouessant qui est au centre du radar. Le premier rail, le rail montant, le rail descendant et le rail montant extérieur. Alors dans le premier rail naviguent les bateaux donc, qui ne transportent pas de marchandises dangereuses, c'est-à-dire la majorité des bateaux prennent le rail montant, le rail descendant qui est pour tous les bateaux et le rail montant extérieur qui est pour les pétroliers et les bateaux qui transportent des marchandises dangereuses et qui se trouvent à environ 50 km d'Ouessant. Le rail d'Ouessant veut dire un peu l'autoroute de la mer, quoi. Donc à savoir que tous les navires qui empruntent le rail d'Ouessant sont identifiés et on sait ce qu'ils transportent, d'où ils viennent et où ils vont. Et tout ce dispositif-là est sous l'autorité du préfet maritime et dirigé par le Cross Corsen et Ouessant Trafic. Dans l'année, environ 50 000 bateaux empruntent ce dispositif. Le rail d'Ouessant avant n'avait pas cette configuration comme il a actuellement. Et le rail d'Ouessant avant l'Amoco Cadiz était simplement conseillé pour la navigation, mais il n'était pas imposé. Et depuis le naufrage de l'Amoco Cadiz, en fait, il a été restructuré en 3 voies, 2 voies montantes et 1 voie descendante. Disons que tous les bateaux qui montent du sud vers l'Europe du Nord sont obligés de contourner Ouessant. Et donc auparavant, leur seul souci c'était de gagner en temps, donc de couper au plus court. Donc ils passaient à proximité d'Ouessant, même certains prenaient le chenal du Front Vert dans le sud d'Ouessant. Et donc ça présentait quand même un grave risque en cas de naufrage ou de problème à ces navires. Là, ça ne nous laissait pas le temps en fait, d'intervenir. C'est pour cela qu'on a instauré donc, ce dispositif de circulation, pour les faire éloigner de la côte et les plus dangereux, c'est-à-dire les pétroliers et les matières dangereuses,
qui passe à environ 30 nautiques de la côte. Et ça nous donne un laps de temps pour pouvoir faire intervenir des remorqueurs ou autres moyens. Chaque navire doit se signaler à environ 10 nautiques, donc ce qui fait environ 18 km, avant d'arriver dans le dispositif de séparation de trafic, doit s'identifier. Donc appeler le Cross Corsen, appellation et sans trafic en fait, et pour donner tous les éléments qui peuvent servir à l'identification, sa provenance, destination, ce qu'il transporte et s'il transporte ou non des marchandises dangereuses. Donc la baie Flandre est basée à Brest. Elle est sous l'autorité du préfet maritime. C'est un remorqueur l'un des plus puissants du monde et qui peut arriver à tracter n'importe quel bateau qui passe dans le rail. Bon, bien sûr, cela est plus ou moins difficile suivant l'état de la mer et le tonnage du bateau. Mais bon, presque tous les bateaux peuvent être secourus par la baie Flandre. Le plus dur a été la mise en place de ce rail en 1979, parce que les bateaux n'étaient pas informés ou mal informés de la création du rail. On tournait à 30-40% d'infraction et maintenant on est à moins d'1% d'infraction quand même dans le rail. Et pratiquement, très rarement, des bateaux à contresens, ça n'arrive que très rarement. Et donc c'est des bateaux qui ont du mal à se positionner pour entrer dans le rail et qui mordent un peu sur les différents rails en fait. Si le bateau n'a pas appelé, on n'a que la trace visuelle sur le radar et on n'a pas son type. Il faut que le bateau appelle ou alors qu'on l'identifie à l'optique pour avoir le type de bateau. De l'autre côté de l'île, le site de Pernes est classé, y compris les rochers. Le phare de Méridic, construit entre 1911 et 1934, abandonné 4 ans plus tard, fut réhabilité et automatisé en 1959. Aujourd'hui, il fonctionne sans gardien. Pernes est un des endroits les plus spectaculaires de l'île lorsque la tempête arrive. Un véritable feu d'artifice d'eau et d'écume attend ceux qui ne craignent pas les embruns. Il n'est pas étonnant que dans ces parages se trouve l'un des phares les plus puissants du monde. Le phare du Kruger, haut de 55 mètres, est identifiable grâce à ses bandes noires et blanches. Ce phare d'atterrage, signalant la terre aux navires éloignés, balise la route maritime la plus importante de l'Atlantique. Il fut construit en 1862 et dispose aujourd'hui d'un radiophare émettant des ondes radio, permettant aux navires de le situer avec une grande précision, même par temps de brouillard. L'ancienne centrale électrique abrite le musée des phares et balises, qui retrace l'évolution de la signalisation maritime de l'Antiquité à nos jours. Il présente de superbes pièces d'optiques et lentilles créées par Augustin Fresnel. L'appareillage et la construction des phares, pour lesquels il fallut souvent déployer un travail surhumain, est mise en valeur. Une exposition témoigne du plus grand naufrage survenu sur les Pierres Vertes, le passage le plus redoutable du Front-Veur. En effet, le 11 juin 1896, perdu dans la nuit et le brouillard, le paquebot anglais Drummond Castle fait naufrage sur les Terres Vertes, un récif situé à l'ouest de Molène. Il coule en 4 minutes et le lendemain, la mer jette sur la côte les corps de 243 victimes, hommes, femmes et enfants. Les insulaires firent des linceuls avec leurs draps et veillèrent les morts avant de les enterrer. Un sémaphore à la pointe du Kruger surveille la partie nord de l'île où, par forte houle, le spectacle est toujours étonnant.
À l'autre extrémité nord-ouest de l'île, vers la pointe de Perne, se trouve la maison du Gnou, composante de l'écomusée d'Ouessant intégrée au parc naturel régional d'Armorique. Maison traditionnelle ouessantine aménagée selon un plan immuable qui s'est fixé au milieu du XIXe siècle, on y trouve un mobilier peint de couleurs vives qui organise l'espace de vie dans l'habitation. Un habitat à la mesure d'une société de femmes livrées seules à la construction des maisons et aux travaux agricoles, tandis que les hommes naviguaient au long cours. Ouessant est un poste d'étude apprécié des ornithologues. De nombreuses espèces d'oiseaux, lors de leur migration, trouvent refuge sur l'île avant un nouveau départ. Un centre d'observation ornithologique s'est ouvert en 1984. Ouessant sans ses moutons ne serait pas Ouessant. Sur cette pointe de Rochir, on regroupe les moutons avant la foire annuelle. L'élevage du mouton fait partie de la tradition ouessantine, même si les moutons d'aujourd'hui sont beaucoup plus grands que la race ancienne, appelée mouton d'Ouessant. L'île est divisée par la dépression centrale et les troupeaux du nord et du sud se mélangent rarement. L'élevage du mouton est donc ancien. On l'exploitait principalement pour sa laine. C'était la principale source de revenus des Ouessantins, qui en vendaient 7 à 800 par an sur le continent. La race ancienne, réputée par sa petite taille et la saveur de sa chair, a quasiment disparu du fait de croisements. Certains des croisements destinés à l'améliorer furent étonnants. En 1935, un bateau grec, le Mykonos, transportant des moutons, s'échoua au nord de l'île et apporta du sang neuf. Autrefois, on ne mangeait pas de moutons sur l'île, seule la laine intéressait les éleveurs. Les animaux sont laissés en liberté de la Saint-Michel au premier jour de février. C'est la veine pâture. Autrefois, c'était la période où les récoltes étaient rentrées. La foire aux moutons marque cette fin de veine pâture. Elle a lieu tous les ans le premier mercredi de février, l'époque où les brebis se préparent à agneler. Les animaux sont rassemblés dans 2 enclos. Au nord, c'est dans la cour de l'ancien patronage. Chaque propriétaire vient chercher ses bêtes qu'il reconnaît grâce aux marques des oreilles. Au XVIIe siècle déjà, les propriétaires utilisaient un système de marques dans les oreilles. De nombreuses combinaisons permettent à chacun de retrouver son bien. Entaille, trou placé d'une certaine façon. Le catalogue de toutes les marques est conservé en mairie. Aujourd'hui, on utilise plus facilement les marques en plastique ou des bombes de peinture. Au sud de l'île, c'est dans l'enclos de Porthgwen que les moutons sont rassemblés. Si cette pratique prend parfois des allures de foire, aucune transaction n'y est pratiquée. La foire aux moutons est avant tout un lieu de rencontre. Auparavant, le premier jeudi de février était à part. Chacun s'y préparait comme un jour de fête. Les Ouessantins arboraient des vêtements qui n'étaient pas ceux de tous les jours. Un bistrot en plein air permettait de se retrouver et de se réchauffer devant un bol de café ou un verre de vin. Elle a lieu aujourd'hui le mercredi pour que les enfants puissent y participer. L'autre période, de février à septembre, les moutons sont attachés souvent 2 par 2, reliés à une corde de 4 mètres environ, leur permettant de décrire un cercle correspondant à 1 art de pâture. Ils seront déplacés 2 fois par jour. Ouessant est un pays sans arbres et le bois de grève bien trop précieux pour être brûlé. Comme beaucoup de plats ouessantins, le ragoût de mouton se mijote à l'étouffer dans un feu de mottes de gazon et de bruyère séchée. Suivons le chef. Je fais revenir la viande pour qu'elle soit bien dorée des 2 côtés. Voilà, maintenant je fais revenir les oignons.
Qu'il soit bien doré aussi, comme la viande, la couleur de la viande. C'est la viande courante chez nous, ça. C'est comme les crabes et les poissons. C'est les choses qu'on mange. Voilà. Ça doit être vous qui faites la lampe. La viande. Voilà, vous voyez. Voilà, donc j'ai les oignons, carottes. Et on étale bien la viande bien en couches comme ça. Comme ça, elle reste bien au milieu. Les carottes, oignons en dessous qui vont donner le jus et poivre. Au sel. Et un petit peu d'herbe. Cultivée dans les champs cet été. Voilà. Maintenant, on va mettre les pommes de terre qui sont préparées et coupées de façon à ce qu'elles couvrent la viande. Voilà. Pour 2 personnes, voilà ce que ça donne. Maintenant, on recouvre d'eau. Voilà. Vous voyez la couleur du jus? Et votre couleur de ragoût, la sauce doit être de cette couleur-là, pas blanche. Si elle est blanche, c'est que c'est pas assez revenu. Oui, c'est la viande et les oignons qui ont donné cette couleur-là. Voilà. On met le couvercle, voilà, voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas rien peut rentrer dedans et puis on le laisse comme ça. Pendant toute la cuisson, on ne va pas lui soulever le couvercle, quoi. Ni regarder ce qui se passe. Mettre le ragoût à cuire. Et voilà. Voilà, donc on la cale bien au milieu. Un papier journal pour bien le faire prendre bien partout. Une mode, l'herbe contre la marmite. Voilà, donc je prends la dernière mode pour mettre dessus, une mode de terre. Vous voyez, les racines sont ici, qui va servir à brûler. L'herbe est sèche, la bruyère est sèche, la terre est sèche. Et hop, voilà, on lui met un chapeau dessus. Voilà, et maintenant je vais mettre le feu. Voilà. Voilà, comme l'herbe est bien sèche, la bruyère bien sèche, vous voyez, ça prend tout de suite. Et comme c'est mis en pente, donc les mottes vont bien brûler. Vous voyez, ça commence déjà. Voilà, et votre ragoût, votre marmite va être au moins 3h30 sous la motte. Sous ces mottes de terre là, sans qu'on aille soulever le couvercle, remuer, voir ce qui se passe. Il est bon déjà, tu vois. Paysanne et maritime, Ouessant, protégée par sa formidable ceinture de récifs et de courants, possède en elle la magie et la force des îles, ces mondes proches et lointains, qui, plus que tout autre lieu, symbolisent l'ailleurs qui est en nous.